C'est bon. Parfait. Donc, je vais faire une petite introduction. Donc, bonjour tout le monde qui nous écoute. Je suis en compagnie de Melika Abdelmoumen, une écrivaine, éditrice, rédactrice, enseignante et j'en passe. Durant sa carrière d'écrivaine, elle écrira des essais, de la fiction, de la biographie, du policier, etc. Son titre le plus connu, Baldwin, Styron et moi, sorti en 2022, sera traduit et gagnera le prix Pierre Vadeboncoeur en 2022 et une distinction au Andrew Carnegie Medals for Excellence. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais Tout à c'est ça, fait. en 2026. Donc, allô, Mélika. Allô, merci beaucoup de me recevoir. Je suis Ça vraiment fait contente. plaisir. Merci d'avoir accepté. Ok, c'est bon. Tu es une artiste engagée qui a vu et vécu beaucoup de choses, notamment face au racisme dont tu as été victime, à cause de Mhm, ton nom de famille et tes origines tunisiennes. Tu as aussi fait des rencontres avec une famille tiscane dans des bidonvilles à Lyon, en France, puisque tu as vécu mhm. 12 ans. Ces situations malheureuses t'ont inspiré des livres Oui. et tu mentionnes que tu écris sur ce qui t'indigne. Qu'est-ce qui t'indigne exactement? Oh mon Dieu, ben malheureusement, on est dans une période où il y a beaucoup de raisons de s'indigner par les temps qui courent. Disons que depuis toujours, disons, c'était pas forcément conscient au début. Tu sais, quand je dis ça, que ce qui me fait écrire, c'est ce qui m'indigne, c'était très spontané. C'était quelque chose que je voyais qui me choquait, puis là, il y a un élan qui me venait, puis j'avais au début, surtout, envie d'écrire une histoire, un roman. C'est petit à petit que c'est devenu des essais. Et en gros, depuis le début, c'est vraiment toujours soit des injustices, de voir des personnes maltraitées, de voir des personnes pas respectées, ou des personnes dont l'humanité est pas reconnue, dont les droits sont pas reconnus. Euh, et plus ça va, j'ai commencé à publier en 1999, puis plus ça va, plus on dirait que j'ai pris conscience de ce qui se passait à l'intérieur de moi qui provoquait l'élan d'écrire. Et en même temps, plus j'ai eu accès à des tribunes, à de la publication, à des micros où je me dis, ben là, il faut que je me serve de ce privilège-là pour essayer autant que possible de faire réfléchir les gens ou d'exprimer cette indignation-là. Donc, ça reste vraiment toujours la même chose que depuis 99. Quand je vois quelqu'un subir des injustices, de la violence injustifiée, quand je vois des personnes de pouvoir appeler à ne pas respecter les droits de certains groupes de la population ou à essayer de stigmatiser certains groupes de la population, c'est vraiment viscéral, ma réaction, là. Donc, ça peut être des choses que moi j'ai vécues, évidemment, ça m'est arrivé à cause de mon nom de famille, comme tu le disais très bien, mais autant et même peut-être plus quand c'est d'autres personnes qui le subissent. Donc les Tziganes ou les Roms, qu'on appelle aussi, c'est des gens qui vivent dans la grande pauvreté et qui sont discriminés parce que ils sont victimes comme on a une opinion cliché d'eux qui est c'est des bohémiens qui aiment la pauvreté, qui aiment pas se fixer nulle part, qui sont des voleurs, etc., etc. Alors que moi, les gens que j'ai rencontrés, c'est simplement des familles qui ont la malchance de vivre dans la pauvreté et qui en plus sont victimes de discrimination ethnique ou raciale ou Ouais. culturelle. Donc c'est ça. En gros, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est Oui. toujours un peu les mêmes choses qui m'arrivent, Ouais. malheureusement. Puis surtout avec les Roms, c'est beaucoup de le système qui fait en sorte qu'ils sont discriminés. Fait que je trouve ça Oui, quand même difficile. oui, Mais oui, donc, Mélika, tu viens de dire, tu as des origines tunisiennes qui viennent de ton père, puis ta mère est 100% québécoise. Tu as grandi oui, en région, à Chicoutimi, donc tu es 100% québécoise. c'est sûr. Alors te faire dire que tu es seulement arabe, j'imagine, était très déstabilisant au niveau de ton identité. Mhm, Et ce que j'ai compris un peu à travers tes entrevues, c'était comme un peu métissé entre plusieurs mondes, entre plusieurs mhm. identités. Puis, tu as dit dans une entrevue que la question de l'identité t'habite. Est-ce que tu aurais une réponse? C'est quoi ta réponse à cette question-là? Ah oui, ben ça tombe bien que tu me poses la question. C'est une très bonne question d'ailleurs. Puis j'y ai réfléchi beaucoup ces temps-ci. J'ai eu plusieurs échanges avec des étudiants récemment. Puis en fait, ce que je réussis à dire avec le recul, c'est que pour moi, l'identité, pour moi, mais pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de composite, de complexe, puis de changeant. Donc moi, c'est sûr que je suis née au Saguenay, j'ai grandi en partie au Saguenay, en partie à Montréal. Après ça, j'ai habité en France. Je vis avec un Français, on a un fils qui est au croisement de toutes ces identités-là, mais j'ai connu aussi des familles roms, j'ai habité à l'étranger. Donc tout ça, c'est amalgamé puis a fait de mon identité quelque chose qui est comme
pas monolithique, qui est pas définissable par une seule chose. Et surtout, je pense qu'on devrait arrêter de dire que l'identité, c'est l'endroit d'où on vient, l'endroit où on est né. Ça peut être ça, ça peut être, comment dire, on n'est pas obligé. Moi, mettons, je suis née au Saguenay, mais mon père vient de Tunisie. Je suis pas obligée de choisir entre les deux, et je suis même pas obligée de juste avoir ces deux-là ensemble. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui vont s'ajouter, qui sont les lieux où j'ai vécu, les gens que j'ai rencontrés, les livres que j'ai lus, les films que j'ai vus. Tu sais, une identité, ça se construit de toutes sortes de choses. Donc, j'aimerais ça qu'on lâche collectivement, d'une part, l'idée qu'il y en a seulement une et qu'elle est liée à la naissance ou à la couleur de peau ou au nom de famille, et qu'on puisse se dire qu'une identité, c'est toutes sortes de choses mises ensemble, puis que ça fait une sorte de bouillon, puis que ce bouillon-là s'enrichit et évolue tout au long de notre vie. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Tu sais, là où j'en suis aujourd'hui dans ma tentative de réponse. Mais justement, comme tu dis, tu penses que c'est pas quelque chose de fixe. Puis je trouve Mhm. ça vraiment intéressant parce que, comme tu dis, j'ai l'impression que la société essaie de nous caser Oui, dans une boîte et pas nécessairement par ce qu'on est ou ce qu'on ressent, mais ce qu'ils pensent qu'on est, c'est oui, ce qu'ils pensent que qu'on ressent. Puis de là, je pense parce que ça crée beaucoup de situations d'injustice. Puis oui. cette injustice est fortement ancrée dans nos systèmes. Puis parfois, on peut se Mhm. sentir impuissant face au fait que c'est difficile de changer dans le monde dans lequel on vit. Puis de Absolument. cela découle un peu dans ton livre le concept de la petite bonté que tu Oui. nous as présenté. Fait que moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la petite bonté? C'est quoi le concept de la petite bonté? Oui, alors la petite bonté, c'est un truc que j'ai découvert sur le tard, mais qui a comme donné, qui a mis des mots sur quelque chose que je ressentais depuis longtemps. Donc, ça vient d'un écrivain russe qui s'appelait Vassili Grossman. Alors, Vassili Grossman a écrit un livre, un livre monumental, je pense qu'il fait plus que 1000 pages, qui Oh, wow. s'appelle Vie et Destin. C'est un roman qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc pendant le nazisme, pendant la Shoah et tout ça. Et en gros, la petite bonté, c'est tous les gestes spontanés qu'un être humain va avoir pour un autre être humain qui est dans le malheur, dans le désarroi ou qui est victime de quelque chose. Donc, ça peut être héberger un juif, ça peut être un juif au moment où les juifs sont persécutés, ça peut être donner une lettre à un prisonnier de quelqu'un de sa famille quand on est gardien de prison et qu'on pourrait avoir des problèmes, toutes sortes de gestes comme ça. Donner un morceau de pain à un prisonnier qui passe. Et donc, évidemment, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, c'est des gestes qui sont complètement spontanés, qui sont juste, je reconnais spontanément, j'ai un élan qui fait que je reconnais l'humanité de quelqu'un en face de moi, mais ces gestes-là sont dangereux, sont critiqués, sont dangereux, sont risqués. Et donc, par extension, moi, ce que j'appelle la petite bonté, c'est tous les gestes similaires qu'on peut poser aujourd'hui dans une époque ou dans un contexte, mettons pour nous au Québec, où c'est pas forcément dangereux, mais c'est ridiculisé, c'est dévalorisé, les gens s'en moquent, on se fait dire que ça sert à rien, mais cet élan-là, on le ressent. Et donc, ça fait que ça devient des gestes très politiques. Et je pense qu'on est dans un moment où, comme tu le dis très bien, on a tellement l'impression que le système est pas impossible à changer, que le pouvoir de changer le système n'est pas entre nos mains, que les gens qu'on élit n'ont même pas tant de pouvoir que ça parce que il y a toute une espèce de pouvoir économique ultralibéral qui fait qu'il n'y a pas grand-chose qu'on arrive à changer. Et donc, j'ai l'impression que ce qui reste, c'est la petite bonté. Puis c'est comme pas seulement le fait de faire des petits gestes chacun de notre bord, mais le fait que on forme communauté, puis qu'on s'en parle entre nous, qu'on s'encourage mutuellement, qu'on se soutient mutuellement, puis qu'il y aurait comme une sorte de résistance par le bas. Tu vois ce que je veux dire? Dans les petites communautés, puisque le système qui gère nos vies, on a l'impression qu'on n'arrive pas à le changer. Donc, je suis consciente que c'est un petit peu désespérant ce que je dis, mais c'est pas dénué d'espoir en même temps, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui peut partir d'en bas, des citoyens qui se mettent ensemble, mais je sais pas combien de temps ça va prendre avant que on change les choses de manière systémique, mais j'ai l'impression que ça peut seulement commencer de cette manière-là. Puis en même temps, tu vois, quand je regarde le maire de New York, Mme Dani, qui est vraiment en train d'apporter des vrais changements Ouais. parce qu'on a réussi à élire un homme qui va jusqu'au bout de ses convictions. Donc je me dis que peut-être, ou le fait que Orban ait perdu le pouvoir en Hongrie, bref, tu vois ce que je veux dire? Je vois Mhm. que, je vois qu'il y a comme des choses qui commencent à bouger.
Donc, ça me donne quand même espoir, même si j'ai l'air désespérée quand je te réponds, là. C'est pas exactement du désespoir, c'est comme essayer de voir où est-ce qu'il reste des espaces Mhm. pour résister. Mhm. Fait qu'il y a quand même un niveau d'espoir. Puis est-ce que tu penses Oui. que, tu sais, tu me dis que tu as l'air désespéré, mais est-ce que tu penses que c'est aussi important de garder espoir? Oui, je pense qu'il faut garder espoir dans la mesure où l'espoir demeure comme quelque chose de lucide et d'actif. Tu sais, où on se dit, où on est, on est conscient que en ce moment, on a un peu l'impression que le monde et nos vies sont gérés par des genres de petits garçons narcissiques dans des corps d'hommes de pouvoir. Puis dans certains cas, des gens qui ont vraiment pas toute leur tête et qui sont très peu soucieux des conséquences de leurs actes. Donc c'est sûr qu'il faut pas perdre de vue que cette réalité-là existe. Faut rester lucide, mais en même temps, il faut pas rester immobile puis Mhm. passif. Donc je pense que l'espoir, il se situe un petit peu entre ces deux positions-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si c'est trop Oui. confus là. Oui. C'est des Non, questions mais oui, tellement je importantes comprends. que tu poses. Je comprends. Ben, l'action, l'espoir, c'est pas juste l'émotion, c'est une action qui vient avec. Oui, c'est C'est ça, ce que c'est j'ai ça. Puis compris. d'essayer de garder les yeux ouverts, de se dire même si je fais pas semblant que tout est beau, je sais qu'il y a beaucoup de laideur, mais il faut pas que je me laisse paralyser, tu sais. Ça serait Mhm. comme entre ces deux états-là pour moi. Mhm. Puis, pour finir, tu es une écrivaine qui, selon moi, change le monde une lecture à la fois. Oh, t'es Donc, aurais-tu gentil. des... Merci beaucoup. Merci aurais-tu beaucoup. des conseils pour les jeunes qui veulent aider, justement, à faire un changement dans notre société comme tu le fais si bien? Ah, ben après, ça dépend des aspirations, des élans, des tempéraments, du temps et Mhm. de l'énergie qu'on a, parce que moi, je pense que des fois, il y a des périodes où on n'a pas de temps, on n'a pas d'énergie, on n'a pas les moyens, puis c'est correct. Je pense que tout le monde n'est pas obligé tout le temps d'agir puis d'être engagé. Chacun doit y aller avec ses moyens, mais aussi ses aspirations puis ses goûts. Donc, si quelqu'un aime écrire, oui, qu'il écrive. Si quelqu'un dit, moi j'ai le goût d'aller passer 1 heure par mois dans une association, ou moi j'ai le goût de faire des rencontres avec mes collègues étudiants, puis de réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble. Tu sais, je pense qu'il faut suivre son élan, puis juste essayer de sortir de la solitude, puis de la paralysie, puis du Ouais. découragement. Tu sais, donc ça peut être, moi je pense que toutes les formes d'art sont valables, ou ça peut être, je sais pas, je connais des jeunes qui par exemple, un jeune que je connais qui est juif, qui a décidé, avec sa synagogue et des jeunes de la mosquée du même quartier, de faire des groupes de discussion entre musulmans et Mhm. juifs dans une époque où tout les amène à se détester. Tu sais, donc, tu sais, ça peut être n'importe quoi de ce genre-là. Je pense qu'il faut suivre comme ton inspiration, ton élan, puis essayer d'y aller, tu sais, selon les moyens qu'on a, le temps qu'on a, l'énergie qu'on a, puis pas se dire qu'il faut absolument que ce soit des choses grandioses. Tu sais, juste de s'engager à la mesure de son énergie, de ses moyens et en suivant ses élans. Et- Oh, mais je trouve ça très beau. Ça m'inspire un peu parce que Oh, je sais pas si tu sais, merci. mais on a un podcast que je fais avec Ah mes non! amis. Ouais, Ah, au mieux, mais je ça, t'enverrai tu le lien. vois, Mais justement, tu envoie-moi sais, le d'en lien. parler. Je serais Parfait. ravie. Ben, je serais ravie. Puis si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour intervenir, tu peux m'inviter, en tout cas, n'importe quand. Mais oui, envoie-moi le lien. Tu vois, ça, c'est un très bon exemple. Un Ouais. podcast. C'est un excellent exemple de participer, essayer de faire sa part comme on peut en faisant quelque chose qu'on aime. Tu sais, c'est Mhm. vraiment super. Mhm. Ben, merci beaucoup. C'est la fin Merci. de mes questions. Puis merci Merci d'avoir à toi. partagé la belle personne Oui. que tu es. Ben, merci pour tes questions super stimulantes, intelligentes et motivantes. Ben, merci beaucoup. Merci Je à vais arrêter toi. l'enregistrement. Oui.